Bonjour à tous et bienvenue dans Notion Explore, le podcast qui explore les usages de Notion. Je m'appelle Tony, je suis ambassadeur et certifié Notion et aujourd'hui dans ce premier épisode de la saison 2 du podcast, j'ai échangé avec Stéphane Cozo, Country Community Lead chez Canva, l'outil de création visuelle utilisé par 85 millions de personnes dans le monde. Stéphane nous parle de l'importance de Notion dans l'organisation, notamment dans une équipe constituée de plusieurs milliers de personnes. Il revient sur sa découverte de l'outil, sur son rapport à la communauté et notamment à l'éducation. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à noter le podcast sur les plateformes d'écoute, cela le fera découvrir à d'autres personnes. Merci. Notion Explore, c'est aussi une newsletter et un site internet, n'hésite pas à y faire un tour. Allez, c'est parti, je te laisse écouter l'épisode. Salut Stéphane. Salut, c'est Tony, ça va? Ouais, ça va bien. Et toi? Ouais, écoute, très bien, je te remercie. Merci beaucoup pour cette occasion qu'on va avoir d'échanger ensemble. Merci aussi de ta présence dans le podcast. C'est vrai que du coup, tu travailles du coup au sein de Canva, qui est un outil qui est vraiment très connu en fait aujourd'hui au fur et à mesure des années du coup en France. Et moi, j'en ai pas mal parlé, notamment sur une asso autour de l'inclusion numérique. On en parle et du coup, je trouve hyper sympa de venir justement dans les podcasts. Donc, merci. Est-ce que justement tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas en fait, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ouais, bah déjà, merci pour ton temps et puis me donner la parole et puis trouver que ça puisse être intéressant qu'on partage. Merci pour cette opportunité. Et ben en fait, moi, donc, je m'appelle Steph et je suis community builder pour Canva. Je cours deux communautés. La communauté des enseignants qui utilisent Canva Éducation et Canva Campus et la communauté des créateurs, donc sur le périmètre français, des agences de communication et des freelances, des graphistes freelance qui créent des templates, 80% des templates dans le monde qui sont utilisés par les usagers Canva sont en fait créés par des créateurs indépendants, des freelances ou des agences. Donc ça, c'est la deuxième communauté dont je m'occupe. Ah ouais, top. Et du coup, Canva, du coup, tu disais, il y a le côté créateur, il y a le côté éducation. C'est vrai que moi, je l'ai découvert justement il y a pas longtemps. Il y a vraiment pas mal d'offres en fait, de produits autres que le Canva en fait. On va dire que tout le monde connaît justement. Ouais, tout à fait. En fait, bien, en fait, il y a le Canva, la version gratuite de Canva que tout le monde connaît. Ensuite, il y a la version Canva Pro qui va débloquer les templates qui sont les plus élaborés et des fonctionnalités hyper pratiques de redimensionnement, d'effaceur de fonds, de détourage d'images, etc. Il y a la version Canva Team qui est très utilisée en entreprise parce qu'elle va permettre vraiment le travail collaboratif et de créer un environnement graphique propre à l'entreprise avec notamment ce qu'on appelle le pôle marque, donc le Brand Hub. Le feature s'appelle Brand Hub en anglais, en français, donc c'est le pôle marque. Et donc là, c'était toute une identité graphique, logo, un set de couleurs, des photos validées par l'institution. Donc ça, très plébiscité par les entreprises pour ces deux aspects. Et puis, il y a Canva Éducation, donc Canva Campus dont on parlait, où là, c'est tout un univers lié à l'éducation qui est débloqué avec des millions de templates dédiés au monde de l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou l'enseignement supérieur. Et puis, on a aussi, il y a plein de versions de Canva. En fait. Il y a Canva pour le journalisme, il y a Canva pour les associations, for non-profit. Et avec ce parti pris de Canva dès le début, de toujours soutenir les tranches de la population qui créent le plus d'impact dans notre société, à savoir le monde de l'éducation, donc l'enseignement. Et c'est pour ça que Canva Éducation est gratuit pour tous les enseignants de la maternelle au lycée.
Petite anecdote, en fait, Mélanie Perkins, la fondatrice, est une enfant d'enseignant. Et donc, c'était important pour elle de redistribuer au monde de l'enseignement ce qu'elle avait reçu. Donc, grande valorisation. Son mari aussi, Cliff, donc le deuxième fondateur de Canva. Et aussi, son papa était prof d'histoire géo, si je me souviens bien. Et donc, la deuxième catégorie de personnes pour qui, en fait, on offre Canva dans sa version premium, c'est le monde de l'association, puisqu'ils vont aussi créer énormément d'impact dans notre société. Et justement, quand tu disais, du coup, l'histoire, enfin le lien avec l'éducation au départ, c'est quelque chose que j'avais appris, du coup, sur ta conférence. Je mettrai d'ailleurs en lien dans le podcast, mais sur la communication visuelle que, du coup tu as fait Web Today cette année, si je me trompe pas. Et dedans, justement, tu racontais comment la communauté était quelque chose vraiment d'hyper important, en tout cas pour du Canva, un peu en parallèle aussi en analogie plutôt à comment Notion, on va y venir petit à petit, le fait aussi. Et tu racontais le lien avec l'éducation, du coup, et c'est vrai que moi je ne savais pas du tout justement comment Canva s'était construit au fur et à mesure aussi avec justement le monde de l'éducation. Donc on comprend mieux en fait quand tu racontes du coup l'origine aussi, enfin l'histoire des personnes qui au fond des Canva, le rapport à l'éducation. Ouais, tout à fait. En fait, souvent, je vois dans les communautés de startups ou d'entrepreneurs, il y avait un article sur Canva, enfin quelqu'un qui a posté sur Canva et qui mettait en avant le grand succès de Canva dans le monde, et il interprétait en fait ce grand succès par une énorme innovation d'usage, ce qui je suis entièrement d'accord, c'est vrai. Mais en fait, comment elle a été possible, cette innovation d'usage? C'est parce que, en fait, il y a eu création de communauté dès le début. C'est-à-dire que les usagers ont été impliqués dans le projet dès le début. Et alors, comme je te disais, moi, je suis un peu biaisé parce que forcément, j'ai tendance à expliquer tous les succès entrepreneuriaux par l'angle de la communauté. Mais je pense qu'il y a une grande partie de vérité. Parce que je vois, il y a tellement d'entrepreneurs, de startups qui galèrent pour retrouver leur proposition de valeur, qui galèrent pour trouver leur proof of concept, qui galèrent pour trouver leur offre. Mais quand tu as réussi à créer une communauté, c'est elle-même qui va t'aider à façonner tout ça. Et donc, ça a été l'histoire de Canva, c'est comme l'histoire de Airbnb, quoi. Airbnb, avant de devenir une app, c'est mondialement connu, c'est d'abord une communauté. Et donc Canva, oui, c'est d'abord une enseignante qui est Mélanie Perkins et qui se prend en fait de plein de fouet le fait que Adobe, c'est quand même hyper compliqué quand on veut pas devenir graphic designer. Donc c'est le feedback qu'elle reçoit dans sa classe régulièrement. Et pour la petite anecdote, en fait, moi j'ai été enseignant de PAO. Donc j'ai d'abord débuté ma carrière en fait en tant que créateur d'agence de com. Donc, j'ai créé une agence de com dans les années 2000 que j'ai dirigée pendant 8 ans, et ensuite j'ai commencé à enseigner différents sujets, le digital marketing, le computer graphics dans des écoles de commerce et dans des universités. Et ensuite j'ai été embauché par l'université de Monaco pour finir là-bas responsable marketing et communication de l'International University of Monaco. Et ce qu'elle a vécu, je donnais un cours de computer graphics justement sur la suite Adobe. Donc, j'enseignais Illustrator, InDesign, Photoshop. Et voilà. Et en fait, il m'a fait rire une remarque que m'avait fait un étudiant, mais il m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous nous enseignez à conduire un avion de chasse pour aller acheter une baguette de pain? Et ça a fait vachement rire, en fait. Et alors, bien sûr, il fallait garder ma posture d'enseignant. Et donc, les élèves à l'époque m'ont parlé de Canva. Donc, il y a à peu près 7-8 ans. Et petite anecdote, moi, j'avais été hyper vexé. J'avais dit, non, ça marche pas jamais. Et voilà. Et quelques années plus tard, on me voyait à les communautés pour prendre la France. Ah, c'est marrant, du coup, anecdote, du coup, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, je fais pas mal de travail au temps, pas mal sur le côté éducation aussi.
Et notamment sur du code, par exemple, il y a ce côté-là aussi, c'est le côté avion de chasse, du coup, où tu vas installer beaucoup de choses. Ouais. Parce que peut-être qu'à la base, pour tout ce qui est algorithmie, pour tout ce qui est prise en main des choses, il y a de plus en plus d'outils web, tu vois, où tu vas dans navigateur et tu apprends à faire des choses. Et ensuite, tu viens mettre en fait un peu ces différents outils autour. Et c'est du coup, je comprends ce que tu veux dire avec le côté rapport avec Adobe et du coup l'usage en fait au départ. C'est assez marrant. Et comment du coup, justement, tu parlais de l'agence du coup il y a pas mal d'années. Comment t'en es arrivé en fait à justement aller vers le côté communautaire et vouloir justement en fait saisir en tout cas l'opportunité sur la gestion communautaire. Mm. Et comment c'est arrivé? Bah, en fait, je ne savais pas à l'époque déjà, mais j'ai toujours été complètement fasciné par l'humain en général, par les relations humaines. Et je trouve l'humain une espèce animale qui est juste incroyable, avec un potentiel de malade. Et si tu regardes bien, en fait, dans ma carrière, qui peut finalement paraître décousue quand on la regarde avec des lunettes, tu sais, de personnes qui seraient un peu, tu sais, franco-françaises, un peu très, qui ont des carrières linéaires, tu sais, mais quand tu le regardes d'un point de vue plus international, il y a vraiment un lien. Je t'avoue que je réalise, en fait, que depuis peu de temps, parce que j'avais l'impression de switcher d'un truc à l'autre, mais il y a toujours eu un fil conducteur. C'est que finalement, l'agence de com, en fait, la valeur haute que j'avais dans la motivation de créer une agence de communication, c'était la valeur de communication et la valeur de partage. Valeur que j'ai retrouvée dans l'enseignement, puisque tu es vraiment dans le partage de connaissances. Et petit à petit, je me suis vraiment thrive, comme on dit en anglais, vraiment épanoui, réalisé dans l'enseignement, parce que je cochais vraiment cette case de transmettre de la connaissance et de fédérer. Quand tu as une classe, en fait, si tu veux que ton enseignement fonctionne bien, tu dois apprendre à créer du lien entre les élèves et à créer une forte connexion avec ton public. Euh, et pour que ça ne soit pas une simple audience, un simple public, justement, mais que ça devienne comme une communauté. Et ça, il y a plein de leviers, en fait, dans l'enseignement qui sont activables, qu'on va retrouver dans le métier du community building. Donc, comme des field trips, donc emmener tes élèves, en fait, dans des événements, dans in real life events, dehors, faire du sorte de team building. Il y a des ateliers de ice breaking qu'on met en place, en fait, dans l'enseignement, et tout ça, ça vient fédérer la communauté, ça crée des liens. Et ça, c'était déjà une grande fierté pour moi avec la particularité de l'Université de Monaco, c'est que tu avais des élèves qui arrivaient à Monaco en jet privé, et des élèves qui avaient fait un prêt étudiant pour payer leurs études. Donc, tu avais vraiment des profils communautaires hyper éloignés, tu vois. Et malgré tout, il y avait des soirées qui s'organisaient entre eux, des moments. Et je pense que c'est le contexte étudiant qui les a permis de créer ces liens. Donc, mais je savais pas encore que ça c'était un métier et que ça s'appelait du community building. Et pour être tout à fait transparent avec toi, quand j'ai accepté en fait la mission chez Canva, euh, si tu veux, le spectre de compétences qui était demandé, je l'ai couvré, mais je savais pas qu'en fait, ça s'appelait le community building, et c'est un métier, finalement, dont j'ai acquis les compétences tout au long de ma carrière, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et je dois te préciser aussi quelque chose, c'est que au moment où j'ai quitté de l'Université de Monaco, donc je suis parti faire un voyage, un road trip pendant 1 an, dans justement des communautés, mais des communautés des peuples premiers. Donc, je suis allé en Amazonie, je suis allé en Inde, rencontrer le Dalai Lama, etc. Et quand je suis revenu, j'ai créé une société, une entreprise qui
créer des communautés justement pour permettre aux gens de se développer d'un point de vue développement personnel, de mieux gérer leurs émotions, de dépasser leurs limites. Donc, une communauté positive dans laquelle les personnes puissent se réaliser, baigner de ce que j'avais pu ramener de ces voyages-là et des études que j'ai pu faire en sciences cognitives, puisque j'ai un maître praticien en PNL. Et donc, je faisais là vraiment énormément de community building. Parce que j'avais plusieurs communautés. Et voilà comment cette passion est née, en fait, chez moi. Et alors là, maintenant que je découvre encore tout ce que j'ai à apprendre sur ce sujet, ça devient une vraie passion, limite une obsession. Ah ouais, c'est passionnant et on sent du coup, quand t'en parles du coup que c'est une voie en fait que au fur et à mesure qui a été construite, du coup, même si pas forcément direct du coup, mais que du coup t'es pleinement en fait dedans. En fait, on le sent quand t'en parles. Du coup, c'est hyper passionnant. Et justement en fait que Canva, pourquoi la communauté, on en a parlé un peu avant, mais est-ce que la communauté, c'est un peu à l'image de Notion? Est-ce que vraiment le produit, même encore aujourd'hui, il est un peu lead par la communauté ou pas forcément beaucoup? Comment tu vois les choses? Complètement. Alors là, c'est le feedback communautaire pour nous, c'est du diamant, quoi. C'est de l'or en barre. Et donc, dans toute notre communication, il y a vraiment une incitation à ce que le dialogue soit délié et qu'on puisse faire des remontées d'utilisateurs. Et donc, je vois, par exemple, très concrètement, en l'espace d'à peine quelques mois, chez Canva, donc j'ai pu voir des remontées de créateurs dans le monde entier, puisque donc nous, on a nos meetings une fois par semaine avec tous les community builders monde. Donc, je parle avec mes homologues du Brésil, des États-Unis, voilà, tous les pays européens, la Turquie, l'Indonésie, etc., toute l'Asie, le Middle East. Bon, ouais. Et donc, quand il y a des feedbacks qui commencent à se faire entendre via les communautés de tous ces pays qui se recoupent, eh bien, en fait, en une capacité de temps mais vraiment record, j'ai été... et c'est là où tu vois que c'est encore une start-up, en fait, malgré le fait que ce soit une licorne. Il y a eu des adaptations du produit. Je vais donner un exemple précis. Les créateurs, en fait, ils ont un tableau de bord pour savoir, en fait, leurs templates, comment ils sont exportés, tu vois, le nombre d'exports, etc., voir s'ils sont sur une bonne tendance, est-ce qu'ils doivent aller sur d'autres sujets, d'autres catégories, etc. Et il disait, c'est dommage, en fait, que on puisse pas être suivi, par exemple, en tant que créateur, comme un réseau social, qu'on puisse pas laisser des commentaires à d'autres créateurs. Et donc, c'était quelque chose qui revenait. Et alors, en l'espace de, je pense, 3-4 mois, quoi, t'as l'équipe des ingénieurs produits qui ont réussi à faire un upgrade de leur tableau de bord, quoi, et au niveau, quoi. Et donc, c'est vrai que je peux t'en citer plein, en fait, hein. L'ajout des calques, par exemple, tu vois, souvent, on allait reprocher à Canva de ne pas avoir de calques par rapport à la gestion de calques, par rapport à Photoshop. Donc ça, c'est des remontées créateurs, en fait, des remontées de design. Les repères, poser les grilles, mettre les repères aussi, pareil, boum, ça a été réintégré. Et en fait, en général, tous les feedbacks, on essaie de les intégrer avec vraiment une posture de nous, on est au service d'eux. En fait. On est vraiment au service de la communauté, au service des usagers. Hyper intéressant, et ça me faisait penser tout ce que tu disais. Il y a eu, il y a quelques semaines, mois maintenant, la refonte de la galerie de Notion, du coup, sur les modèles. Et je trouve qu'il y a une certaine analogie, encore une fois, entre justement le côté créateur, justement, il y a le côté ambassadeur, on va revenir aussi tout ça, mais entre eux, du coup, Canva et Notion, où c'est vrai que ils arrivent petit à petit à ce que les créateurs ont un espace, du coup, sur Notion directement pour gérer un certain nombre de choses.
Ouais, Et donc, il y a des évolutions au fur et à mesure des semaines, des mois qui vont arriver. Et je pense que ça va aller encore plus loin. Et du coup, ça ressemble justement à ce que vous faites. Du coup, donc c'est vraiment du coup l'analogie, quoi. ouais. Et puis ça a tellement de sens, en fait, je trouve, cette approche. Ouais. À partir du moment aussi où tu as tout un écosystème aussi, du coup, tu as aussi à avoir les différentes communautés, du coup, à avoir l'écosystème autour et qu'il y a une certaine légitimité, en fait, aussi à le mettre en place. Et je pense qu'il y a aussi un bon moment, du coup, à le faire. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, bien sûr, pour que ça soit possible, il y a cette case à cocher qui est avoir vraiment une communauté qui est saine. Oui. Mais en fait, dès lors qu'on a une vraie communauté, mais c'est, je trouve, très très rare et très difficile d'avoir une vraie communauté, hein. Mais quand elle est implantée, c'est incroyable les bénéfices qu'il peut y avoir et pour les membres et pour la société qui est l'entreprise qui est à l'origine de cette démarche. Et justement, en fait, par rapport à Notion, euh, comment toi tu l'as découvert? Du coup, est-ce que tu l'utilisais déjà avant, en fait, ton arrivée par Canva? Est-ce que tu l'utilisais sur le côté éducation, par exemple? Alors, super bonne question. Non, alors non, je ne l'utilisais pas avant, je ne connaissais pas et c'est Canva qui m'a fait connaître Ok. parce que toute l'organisation de l'information est gérée par Notion chez Canva. Ok. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, tout comment dire, tableau de bord, toutes les informations, le stockage d'informations, là où que ça soit enfin, tous les best practices, comment on doit onboarder un ambassadeur, comment on va faire nos reports, nos monthly reports, comment on va, toute la structure de l'info, elle est gérée sur Notion. Et là, vraiment, c'est le côté vraiment centralisé, du coup, Ouais. de Notion. Et justement, en fait, pour donner un peu de contexte, du coup, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais Canva, c'est combien de personnes à peu près, du coup, et combien peut-être d'utilisateurs, mais dans l'équipe aussi Alors, dans le monde, c'est 6 000 employés, 6 000 personnes. Donc, tu as Ok. 3 000 employés et 3 000 indépendants. Ok. Voilà. Moi, je suis indépendant, par exemple. En Europe, on est pratiquement que des freelances. Ok. Là, mais du coup, ça me donne un peu de contexte sur l'usage aussi du Notion. Tout le monde l'utilise en fait chez Canva. Ça dépend des métiers. Il y a peut-être un Notion dédié à ça, mais du coup, la majeure partie n'utilise pas. Enfin, c'est vraiment tout le monde l'utilise, quoi. Alors, ouais, vraiment, tout le monde l'utilise parce que, si tu veux, on a une valeur qui est très, très haute chez Canva. Et je pense que c'est pour ça qu'on utilise Notion. C'est make complex things simple. Donc, en fait, on est vraiment pour l'approche minimaliste des choses, l'approche efficiente. Et donc, quand on va éviter la multiplication des outils. Ouais, qui est vraiment le cœur du coup de Notion justement. En tout cas, ce qui a été une bonne évolution quand ils sont arrivés. Ce côté agrégat du coup d'outils, ils peuvent sans besoin d'avoir 50 justement. Exact. Donc c'est vraiment ça qui vous a fait passer dessus, en tout cas, enfin, je pense à l'origine, quoi. Voilà, voilà. Et en fait, si tu veux, chez Canva, c'est vachement important qu'on ait la marque Canva, elle, en fait, elle est hyper forte. Et on est vraiment sur bah, Canva, en fait, même en tant qu'employé, est géré comme une communauté. Donc, le sentiment d'appartenance, il est très, très fort. Et donc, la cohérence des environnements de travail partout dans le monde, elle est aussi importante. Parce qu'en fait, tu peux shifter, en fait, très rapidement d'un pays à un autre. Tu vois, tu as une évolution qui est très, très rapide chez Canva. Donc, tu peux te retrouver propulsé d'un coup dans l'équipe marketing internationale et donc ne plus travailler finalement dans l'univers français. Et donc, c'est important qu'on ait toujours le même univers de travail. Donc, toujours les mêmes outils pour pas devoir réapprendre d'autres manières de faire, en fait. Là, c'est intéressant, c'est vrai que je pense à une question là du coup que j'entends de temps en temps et quelque chose qu'on a l'habitude d'échanger sur comment en fait Notion est applicable autant à des petites entreprises, à l'indépendant, qu'à des grandes entreprises. Et du coup là c'est vrai que vous êtes beaucoup en fait
à l'utiliser. Mais la question souvent, c'est comment tu structures en fait du coup un Notion quand tu es seul et quand tu es en petite équipe, on va dire jusqu'à moins de 10, 15 du coup, par rapport à quand tu es plusieurs centaines, plusieurs milliers. Je sais qu'en France, il y a aussi Conto qui l'utilise à plusieurs milliers de personnes. Comment c'est structuré en fait votre Notion par métier, par équipe? Ouais, c'est une approche, c'est une approche expertise, donc c'est une approche métier en fait. Donc moi, ce à quoi j'ai accès aujourd'hui, c'est le Notion communautaire. Ok. Donc le Notion qui va gérer toute l'approche communautaire et toute la stratégie communautaire worldwide de Canva. Ok. Et du coup, c'est un team space du coup qui a été créé. C'est ça. Du coup, dédié à la côté communautaire, comme il peut y en avoir sur le côté marketing, sur le côté... Exactement. Exactement. Ouais. Et du coup, ça me pose un peu la question aussi de comment en fait le Notion évolue. C'est chacun peut aller en quelque sorte modifier des pages, ajouter par exemple des modèles. Du coup, ou est-ce qu'il y a une gestion un peu hiérarchique en quelque sorte du coup du Notion? Ouais, c'est plus vers le Notion, il est plus la gestion du Notion, il est plus verticale. C'est en fait la responsable des communautés monde de Canva qui va gérer avec la responsable des opérations, la directrice des opérations dédiée aux communautés chez Canva. Ok, du coup, c'est eux qui définissent un peu l'architecture, en tout cas l'évolution du Notion. Et ensuite, du coup, chacun va dedans, mais n'a pas forcément trop le pouvoir d'aller modifier du coup des modèles ou des propriétés ou autres. Oui, c'est un peu ça, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il va y avoir du feedback qui est donné par toutes les équipes, mais c'est centralisé par ces deux personnes qui vont refondre en fait, ou faire évoluer le Notion en fonction de ce qui est dit. Okay. Et comment du coup, au niveau des usages, en fait, il doit y en avoir, vous devez vraiment en avoir beaucoup en fait, du coup, d'usages un peu différents, que ce soit sur les équipes, que ce soit sur l'onboarding que tu parlais, mais aussi du recrutement, j'imagine, de l'interne. Vous avez pas mal d'usages du coup. Ah bah oui, complètement, complètement. Après, moi, mon niveau de connaissance va se limiter à mon périmètre. On utilise un cas d'usage qui est intéressant, en fait. Dernièrement, le Notion, il a été utilisé pour Who Does What, tu vois, donc vraiment, et donc là, on venait directement modifier dans Notion qui on était. Mais tu vois, c'est un truc qui est toujours présent chez Canva et j'adore, c'est vraiment comment ils tournent les questions en fait. C'est qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous pour qu'on puisse travailler avec vous de manière complètement optimale. Tu vois, donc tu viens vraiment être dans la vulnérabilité, la transparence et expliquer que peut-être toi, tu es quelqu'un de sensible, qu'il faut, on peut aller, que tu n'aimes pas trop perdre de temps. Enfin, tu vois, tu donnes vraiment des informations pour être compris. Donc, voilà, c'était une des dernières choses qu'on a fait sur nos chaînes. Mais, par exemple, tu vois, on peut avoir aussi des limitations on n'a pas les droits d'accès à certains outils. Et ben ça, on va le mentionner par des formulaires sur Notion. Donc, il va y avoir tout ce qui est remontée de feedback aussi qui va être fait par Notion. Ok, et du coup, quand tu dis des formulaires, en fait, c'est des outils qui sont intégrés dans l'espace, du coup. Oui, c'est ça. La formulaire, et du coup, c'est quoi, par exemple? C'est plutôt c'est Notion Form, c'est Filout, tu sais quel outil est utilisé pour les formulaires? Et je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est Notion Form. Ok, cool. Et du coup, Julien, qui était le fondateur, est passé du coup dans le podcast, justement, sur les premiers épisodes. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu ces questions-là de comment on intègre du coup des formulaires ou même d'autres choses du coup dans l'espace. Et moi, c'est ce que j'adore en fait avec Notion, c'est que justement, en fait, tu peux intégrer un outil de plein de manières différentes, que ce soit des liens embed, du coup, que tu copies le lien dans la page, ou que ce soit vraiment des intégrations un peu plus poussées. Et du coup, c'est un exemple justement là, donc c'est plutôt cool. Est-ce que du coup, au niveau tu parlais des permissions, est-ce que tu sais s'il y a des automatisations que vous utilisez du coup dans Notion
en lien avec d'autres applications ou pas forcément? Alors attends, laisse-moi regarder, revisualiser en fait notre plateforme. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient automatisées? Hem, Est-ce que par exemple avec des outils que vous utilisez du coup à l'extérieur de Notion, est-ce que vous avez des liens en fait avec Notion, par exemple, tu vois, des propriétés qui vont être, peut-être alimentées par un outil, tiers du coup? Alors tout dépend un peu de votre stack en fait, enfin l'ensemble des outils que vous utilisez. C'est vrai que des fois, ça va être un peu de ce côté-là qu'on va avoir besoin d'automatisation parce que, bah, les données sont présentes à un endroit, mais elles sont peut-être pas présentes là, ou parce que s'il se passe telle chose, par exemple dans un contexte de vente, du coup, on a souvent un CRM qui est à l'extérieur de Notion et puis, bah, sur un Pub Live, par exemple et puis du coup, on va avoir le lien avec Pub Live et Notion pour, que l'intégration se passe, heu, proprement quoi, du coup. mmh. Alors, oui, je crois que, tout ce qui est, reporting, heu, était, automatisé justement, heu, sur Notion et en fait, on avait, alors il y avait une partie manuelle effectivement, parce qu'on utilise des lookers pour, pour nos stats en fait et donc il y avait une partie qui était de la capture d'écran, donc pour le coup, on pouvait pas automatiser. Mais sinon il y avait, ouais, de l'import de données, qui se faisait, je pense, de Looker vers Notion, si je dis pas de bêtises et il y a aussi, on travaille beaucoup avec Monday, donc je pense aussi que, ouais, qu'il y a une partie automatisée. Mais là, je peux pas te garantir à 100. Ah ouais, c'est intéressant du coup le rapport à Monday, Monday, il est utilisé pour quoi? Pour tout ce qui est projet du coup, à la base du coup ou, et du Ouais, coup Notion vraiment purement d'information d'un point de vue ressources, stockage, ouais, c'est ça. stack du coup? Oui. OK. Et tu sais pourquoi, il y a justement un peu, pourquoi Notion d'un point de vue projet n'est pas utilisé? Non, ça, je saurais pas te dire. OK. Parce que Swaps, c'est vrai qu'il y a c'est intéressant, à chaque fois c'est lié à Monday, moi j'aime bien Monday aussi, et c'est vrai qu'avec les dernières nouveautés qu'il y a au niveau de Notion sur la partie, Notion Project, qui permet d'aller plus loin sur des dépendances plus simples du coup à mettre en place ou, des, enfin différentes choses en fait qu'ils ont pas mal, agrémentées. Il y a les sprints aussi qui n'étaient pas jusqu'ici. C'est Mmh. vrai qu'avec Monday, c'est beaucoup plus facile du coup le plug and play en quelque sorte. Du coup, tu arrives, du coup, c'est déjà tout fait. Et je me demande un peu si voilà, si depuis, l'apparition de Notion Project, si justement il y en a qui n'ont pas basculé de Monday à, Notion, pour centraliser encore un peu plus en fait, cette partie-là. Mais du coup, bah, vous l'utilisez pas du tout en tout cas, sur cette partie projet quoi. Non, pour l'instant, ouais, effectivement, c'est tout ce qui est la gestion de projet sur les communautés, en tout cas, c'est Monday. OK, d'accord. Et du coup sur le côté, partage, j'imagine que, vous l'utilisez aussi, pour donner accès à des ressources à l'extérieur du coup de Notion? Par exemple aux créateurs justement, sur la gestion communautaire? Non, pas Non? encore, OK. pas encore. C'est une bonne idée, d'ailleurs, mais là, pour l'instant, il y avait un besoin, de pour les créateurs, justement, de centraliser l'info, Ouais. et en fait, ils ont créé un site web sur Canva, D'accord. voilà et qui se sont partagés, entre eux. Mais je pense que, heu, en tout cas, la communauté des créateurs français, et tout comme moi, hein, d'ailleurs, hein, on connaît pas, l'ensemble des fonctionnalités de Notion, en fait. OK. Parce que c'est vrai que ça me faisait penser un peu, dans l'analogie qu'on faisait sur, Notion et Canva. Par exemple, dans le programme ambassadeur, du coup, bah, monde de Notion, on a en fait du coup un espace Notion du coup où, tu vas retrouver, vraiment, plein d'informations sur, les choses qui sont en cours, par exemple de développement, chez Notion, des choses qu'on peut tester, des choses du coup, toutes les coordonnées, par exemple, de tous les ambassadeurs aussi du monde, et voilà un certain nombre de choses, de fonctionnalités qu'on vote un peu, en fonction des retours qu'on a en fait, au quotidien, du coup et donc ils ont ça en fait depuis un Notion où il y a les tableaux de bord aussi,
dédié. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à ce que tu disais, du coup, sur le côté créateur, côté communauté. Nous, par rapport à la gestion de notre advocacy programme avec tous les ambassadeurs dans le monde, on a décidé dernièrement de regrouper tout le monde sur Discord. Ah oui. Et si on sort un peu de Canva, du coup, qu'est-ce que t'en penses en fait de Notion par rapport à ton usage du coup au fur et à mesure des mois, par rapport à l'éducation, du coup avec toute ton expérience précédente, comment tu vois en fait un peu son usage qui peut être autour? Bah, en fait, je vois plein de potentiel en fait, mais notamment, voilà, ce qui est intéressant, euh, c'est son parti pris en fait voilà, de design minimaliste et vraiment très très épuré. Euh, et alors se poserait la question très de suite très touchy pour la France par rapport au GDPR et voilà le RGPD, est-ce qu'on est raccord, etc. Parce que c'est un sujet qui est très touchy pour dès qu'on veut travailler avec euh, l'éducation nationale. Mais je pense que c'est un outil qui pourrait vraiment faciliter euh, l'organisation de travail, la centralisation de travail pour les étudiants. Euh, voilà, maintenant, dans l'usage, ça va peut-être venir se télescoper avec des LMS, avec euh, des outils internes d'organisation, en fait, qu'ils ont déjà. Puis, bon, après, tu as, voilà, dans le corps enseignant, tu as des personnes qui sont très early adopters, puis des personnes qui sont hyper résistants à tout ce qui est new tech. Euh, donc, ça serait, je pense que ça serait une vraie étude de cas, en fait, qui serait intéressante de faire, mais et donc, les meilleurs qui puissent répondre, ça serait les enseignants eux-mêmes. Et je pense que ça mériterait de faire une table ronde un jour. Et d'ailleurs, je peux te le proposer, hein, si ça t'intéresse, de faire une présentation de notions au sein de ma communauté, donc d'enseignants. Donc maintenant, il y a 6400 enseignants dans cette communauté. Et puis faire un quick tour, en fait, de notions et tout simplement leur demander, bah alors, est-ce que ça vous a donné des idées? Et tu aurais vraiment un recueil d'informations qui serait précieux, je pense. Ouais, tout à fait, bah, ce serait hyper intéressant. Et c'est vrai que je me pose souvent la question justement à propos de ça. C'est vrai que tu vois, moi, je l'ai utilisé pour deux parties. J'ai deux exemples d'usage là. Il y en a un, c'est il y a très longtemps. En fait, Notion, à la base, quand ils se sont lancés, du coup, il y avait une limitation du bloc. Tu vois, c'est un peu le côté Lego. Bah, pour un bloc, tu avais jusqu'à 1000 ou 10 000 blocs que tu pouvais utiliser. Et donc, moi, à ce moment-là, je donnais justement je donnais des cours et je suis beaucoup dans le côté projet, du coup, par équipe, tout ça. J'aime bien, du coup, faire émuler plutôt les choses plutôt que vraiment faire du descendant. Et du coup, ils avaient des projets fil rouge sur lesquels, du coup, bah, chaque équipe faisait des choses. Et en fait, j'ai construit des espaces Notion, du coup, pour chacun des projets, du coup, et sur lequel ils avaient des données du contexte, du coup, qui étaient imposées. Et puis, ce que j'attendais un peu en termes de retour sur des présentations, sur des points à vraiment aller voir. Et du coup, c'était hyper intéressant, du coup, d'avoir un espace dédié pour chacun des équipes. Alors aujourd'hui, ça serait des team space, du coup, puisqu'il n'y avait pas la fonctionnalité à l'époque. Mais c'est un exemple d'usage. Et puis, tu vois, il y a quelques temps, pour un client, j'ai aussi mis en place comme un LMS, justement, mais sur Notion, du coup. Avec toute la gestion des devs, avec toute la gestion du planning, du coup, qui était relié à un autre outil qu'ils utilisaient. Et c'est vrai quoi, que il y a autant la diversité d'usage, je la trouve hyper forte, comme les murs aussi, les murs numériques. Je sais qu'il y a pas mal d'enseignants qui sont aussi fans de Padlet, par exemple, ou des outils de ce type-là, comme Trello, pour mettre de la ressource, par exemple, pour donner accès.
Je sais qu'il y en a qui utilisent Notion aussi pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'usages et c'est vrai que c'est une question, c'est quel est l'usage de Notion en fait en France sur l'éducation? Ouais. C'est une question, ouais. Ouais, et vraiment, tu vois, ma posture de community builder, en fait, c'est ce réflexe que j'ai systématiquement, c'est que je me dis toujours, la communauté, c'est mieux que moi. Oui, carrément. Donc, dès que je me pose des questions, je m'en pose plus. Enfin, Oui, en fait, je switch mon questionnage en disant comment je peux questionner de manière efficiente la communauté sur ce sujet, en fait. ouais, Et rendre le sujet intéressant pour la communauté, en fait. Et là, tu capitalises vraiment sur l'intelligence collective. Et parce que voilà, aujourd'hui, moi, euh, c'est pas moi qui suis sur le front, quoi, en fait. Tu vois, donc c'est vraiment eux qui sont tous les jours à se battre pour essayer de transmettre de la connaissance de manière la plus juste possible et puis d'impliquer les élèves. Et tu vois, tous les idées, moi, dans la communauté, de challenge, de contenu de conférence, c'est les enseignants je fais des réunions avec eux. Donc, j'ai mon groupe d'ambassadeurs, justement. On se parle tous les 15 jours, on fait des brainstorming tous les 15 jours. Et c'est eux qui vont sortir les sujets les plus pertinents parce que c'est sur le fond. Donc, je pense que ça aurait beaucoup de sens de le faire ouais. aussi pour faire connaître Notion. Et du coup, au-delà de Notion, du coup, Notion fait partie un peu, tu sais, d'une famille qu'on appelle le no-code. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'intéresse, que tu as déjà mis un peu les pieds dedans au-delà C'est de Notion? tout nouveau pour moi. Comme notion, c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau pour moi et je pense que j'en ai une connaissance très superficielle, mais si tu me questionnes sur mon intérêt pour le sujet, il est très grand. Ouais, du coup, c'est ça, c'est vraiment pour l'intérêt, notamment le rapport à l'éducation, justement. Ouais. C'est vrai que il y a de plus en plus d'outils, et je trouve que ça va en fait en lien avec les valeurs justement de Canva, Oui, justement sur la phrase que tu disais tout à l'heure. Alors je l'ai pas en tête. oui, tout à Voilà, fait. c'est ça. Donc, Du coup, oui, parce que c'est la démarche en fait de Canva, et alors on va tout à fait rejoindre le no-code, je pense, du moins de ce que j'en comprends, et tu me rectifieras en fait si je suis à côté de la plaque. Le parti pris en fait de Canva, ça a été vraiment la démocratisation en fait. C'est de passer d'un sujet qui était hyper élitiste à une démocratisation et de rendre le pouvoir de créer visuellement à toutes les sphères de la société. Peu importe ton niveau d'éducation, ton niveau d'études, ton porte-monnaie, euh, voilà. Et donc, de sortir de ce système de caste qu'on pouvait avoir et qu'on continue à avoir, hein, parce qu'il y a une espèce de condescendance qui demeure en fait sur Canva par rapport à certaines populations. Et donc, on peut éventuellement retrouver des fois peut-être cet état d'esprit sur le code versus no code, comme si voilà, la création était réservée à une certaine caste. Et je trouve que ce qui caractérise particulièrement notre ère du digital et le monde de demain et notre nouvelle société qui est en train de se créer année après année, même si ça se fait avec certaines frictions, mais moi je suis un optimiste, un positif, donc j'ai tendance à voir les choses positives qui sont en train d'arriver. C'est la sortie progressive de la verticalisation pour aller de plus en plus vers l'horizontalisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait énormément d'institutions qui étaient très verticales, donc avec une transmission de la connaissance qui était hyper verticale. Et donc, le communautaire vient justement balayer ça du revers de la main en donnant le pouvoir à tous, à tout le monde. Et bien sûr, on peut retrouver ça dans plein de domaines, dans la politique, dans la religion, dans le coding, dans plein de domaines de notre société. Et donc, pour moi, le no-code vient s'inscrire comme encore une nouvelle dynamique dans ce sujet qui peut, je pense, contribuer encore à la démocratisation
et à la popularisation, mais vraiment dans le bon sens du terme, en fait, la popularisation de ce sujet. Bah, je te rejoins notamment sur le côté création. C'est vrai que Canva a permis, je pense en tout cas, de permettre la création graphique du coup à énormément de personnes qui n'avaient pas forcément les compétences, le temps ou le budget d'aller sur un Adobe, d'aller sur d'autres outils, puis se former tout autour. C'est vrai que ça a permis de rendre beaucoup plus accessible en tout cas cette création. Et le no-code, il y a vraiment une analogie vraiment autour sur la création d'outils et de sites et un certain nombre de choses sans passer aussi par du code, même si du coup il faut aussi pas mal de fois, mais en tout cas de permettre un accès plus rapide du coup à la création. En tout cas d'avoir beaucoup plus d'opportunités qu'avant quand on veut créer quelque chose. Et un autre axe, c'est l'IA. J'ai vu notamment que Canva avait fait pas mal de choses dans l'année et il y a de plus en plus de choses. Comment toi tu vois en fait l'IA sur Canva, mais aussi de manière un peu générale du coup? Ouais. En fait, c'est une super question. Je suis content que tu me la poses. Euh, pour moi, en fait, toute révolution technologique euh, vient cliver un petit peu. Et puis, tu as les c'était mieux avant. Et puis tu as les comment on peut utiliser ça intelligemment. Et ce que j'ai pu observer euh, sur l'évolution des médias, par exemple, il y a un super livre là-dessus qui est référence, en fait, pour ceux qui font de la recherche dans les médias, et en fait, qui balaye euh, euh, les différentes étapes des révolutions technologiques. Et je vais commencer par exemple, avant de répondre à la question, pour l'arrivée de l'impression, par exemple. Donc, l'impression, quand elle est arrivée, il y a les religions, en fait, qui ont été énormément perturbées parce que c'était un petit peu la technologie du diable, en fait. Et tu as des civilisations entières qui étaient très, très, très avancées, notamment le monde arabe, et qui a pris du temps, en fait, à s'implanter, en fait, et à appréhender, en fait, cet outil. Et ils ont perdu vraiment de leur avancée, en fait, à ce niveau-là. On peut retrouver, en fait, ces phénomènes-là à différents moments. Moi, je me rappelle en France, le paiement par carte bancaire en ligne qui est arrivé avec des discours. Non, mais moi, jamais j'achèterai quoi que ce soit sur Internet, je ne fais pas confiance au sujet, etc. Bon, voilà, aujourd'hui, il y a même plus, il y a même plus de débat. Euh, sur le sujet de l'intelligence artificielle, ce que j'ai pu observer, donc moi maintenant depuis quelques semaines, un peu plus d'un mois, je suis vraiment un grand utilisateur de ChatGPT. Euh, si je vais être un peu cinglant là-dessus, mais si t'es, pardon, hein, mais si t'es con, tu sauras pas utiliser l'intelligence artificielle. Ça sera de la connerie artificielle en fait. Je pense il faut savoir bien utiliser les questions, et ça va être révélateur aussi des individus et des personnalités. Voilà, l'Internet aujourd'hui, il y en a qui l'utilisent pour des choses qui sont vraiment pas belles et pas glorieuses. Et puis, et puis tu as des gens qui vont utiliser l'Internet pour rassembler des gens, mieux communiquer sur certains projets. Donc, comme me disait une de mes enseignantes en sciences cognitives, l'outil est neutre. C'est un scalpel, c'est neutre en fait, c'est pas polarisé, c'est ni bon ni mauvais. Tu le mets dans la main d'un médecin, d'un chirurgien, en fait, il va sauver des vies, et tu mets le même scalpel dans les mains d'un serial killer, il va ôter des vies. Et pourtant, le scalpel, il a rien demandé lui. Hein. C'est un outil qui est là. Alors bon, certes, l'intelligence artificielle est quand même un peu plus sophistiquée qu'un scalpel. Néanmoins, et on peut voir aussi qu'il a été doté en fait d'une éthique si on le teste. Et donc, pour moi, sur des tâches
et alors là, c'est tout le sujet de l'entrepreneuriat et le sujet de la création de valeur. Si je ne crée pas suffisamment de valeur, eh bien, en fait, l'intelligence artificielle sur les tâches à peu de valeur ajoutée, je dirais, va être un accélérateur phénoménal. Et effectivement, eh ben, il va falloir, en tant que professionnel, se questionner de plus en plus sur l'apport de valeur, si on ne veut pas se faire remplacer par voilà, certaines tâches par dans le logiciel. Mais donc, pour moi, je trouve ça positif. Et sur le sujet de l'enseignement que je connais un petit peu, donc il y a des enseignants déjà qui enseignent l'intelligence artificielle en classe. Donc, je pense à une de nos ambassadrices qui est Cécile Catlin, et notamment qui a été interviewée par Élise Lucet, les équipes de Élise Lucet sur France 2 sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je pourrais retrouver le lien d'ailleurs si ça t'intéresse ou ça peut intéresser les communautés. Et voilà, la question de bon ou mauvais, bah, elle n'est même pas finalement, elle se la pose même pas, c'est là. Donc, comment on l'incorpore en fait maintenant dans l'éducation pour que les étudiants puissent s'en servir intelligemment. Ah bah hyper intéressant, et c'est vrai que du coup la ressource je pourrais la mettre du coup justement si jamais tu la retrouves, en tout cas je la mettrai en lien dans le podcast. C'est vrai que ça peut être hyper intéressant d'aller plus loin autour, et je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire. Il y a Notion, il y a notamment Notion AI qui est à l'intérieur, qui permet d'aider justement à la création, mais sur différentes choses, et aussi de pouvoir répondre à des questions sur les données qu'on peut avoir, notamment sur des bases de données par exemple. Et donc je pense que c'est encore de plus en plus à travers les prochains mois et années, vu l'importance que ça a dans le produit aujourd'hui. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir comment l'IA avance de jour en jour. Ouais. Mais en tout cas, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que du coup, tu as une remarque autour de Notion, quelque chose qui t'a impressionné en quelque sorte les derniers mois, vu que tu connaissais pas forcément l'outil avant, et du coup tu l'utilises aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en tout cas? En fait, moi, ce qui me marque, c'est que j'ai l'impression de finalement peu connaître l'outil par rapport à tout ce qu'il permet en fait de faire. Ce podcast vient de démultiplier mon envie que dès qu'on raccroche de plonger en fait dans l'ocean pour justement l'explorer beaucoup plus. Voilà, mais pour moi, le sentiment que j'ai général de Notion aujourd'hui, c'est sa simplicité d'usage, son intuitivité, et c'est pour moi aujourd'hui la grande force des outils qui auront du succès, qui ont du succès et qui auront du succès. On vit dans un monde complexe où on est vraiment saturé de sollicitations et d'informations, et donc tout ce qui peut venir nous simplifier la vie et dans une interface du coup de simplification connaît du succès et connaîtra du succès. Donc j'ai pas suffisamment de connaissances de Notion pour te faire un coup de cœur sur une fonctionnalité ou quelque chose de particulier. Par contre, je peux vraiment témoigner de mon envie d'aller vraiment explorer, et éventuellement dans quelques semaines, quelques mois, pouvoir te répondre plus précisément à cette question. Non, super sympa en tout cas l'échange. Du coup, merci pour du coup ton temps aujourd'hui. Et avec grand plaisir de m'avoir donné cette opportunité, c'était très, très intéressant. C'est la fin de l'épisode, merci pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Cela le fera découvrir à d'autres personnes. Je te remercie. Je te dis à très vite sur Notion Explore.